Bonsoir à toutes et à tous. Jacques Attali a cru en Mitterrand, beaucoup en Sarkozy et Hollande, un peu. Il a produit des rapports, multiplié les réunions à l'Élysée à la tombée de la nuit pour conseiller les présidents de droite et de gauche. Aujourd'hui, des politiques, il n'attend plus rien. Dans son dernier livre, Devenir soi, il se tourne vers vous et moi avec un message. Débrouillez-vous, réalisez-vous, ne comptez que sur vous-même. Le patron de Planète Finance a espéré que ce dernier budget présenté par le gouvernement serait celui du sursaut de la France. Raté. Claude Veil interpellera mon invité et le fera revenir quelques années en arrière. J'attends vos questions par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux. C'est politique, c'est parti. Bonjour. J'ai souhaité que nous ayons une séance, 2 séances, 3 séances en fait dans ce forum consacré à la méditation. Jacques Attali fait méditer les foules. Dans la salle, des chefs d'entreprise, des financiers, tous jouent le jeu. Évidemment, un forum de l'économie positive organisé par Jacques Attali. Ça ne peut pas être du classique. Classique, c'est pas vraiment un compliment pour moi. Comment allez-vous ? C'est génial. Aussi génial qu'insupportable selon ses proches. Non, non, pas pendant le maquillage, s'il vous plaît. Vous avez dit une phrase. J'ai dit une phrase. Si ça vous... Merci. Pour demain, vous voyez, ça serait positif, c'est pas... Exigeant, difficile. Et pourtant, il a beaucoup d'amis. L'avion s'est posé. L'avion de qui ? Du Premier ministre. Vous allez l'accueillir. Il sera là dans 20 minutes à peu près. Dans 20 minutes. Il s'est posé où ? À Moscou ? Non, ici, là. Au Havre, bien sûr. Un aller-retour express. Manuel Valls ne pouvait pas manquer l'événement. Monsieur le Premier ministre, ça va ? Jacques, merci. Ça va ? Une faveur pour son copain Jacques. Ça va ? Merci d'être venu. Un peu rapide. Mais avant ça, les deux hommes ont prévu un petit tête-à-tête, en toute discrétion. On monte 5 minutes tous les deux ? Oui, bien sûr. D'accord. Jacques Attali, c'est l'homme qui chuchote à l'oreille des puissants. Pendant 10 ans, il a été le conseiller spécial de François Mitterrand. Alors chez les politiques, on s'arrache ses conseils, on profite de ses bonnes idées. Je ne suis rien venu lui piquer, hein. Je suis venu partager et puis ses idées, ses propositions sont évidemment les bienvenues. Je trouve qu'il y a peu d'imagination, vous savez, dans le monde politique d'aujourd'hui. Quel regard vous portez sur son rôle ces 40 dernières années dans la politique française ? Mais moi, je pense aux 40 prochaines années. Il va vous inspirer. Quand je dis Jacques a dit, faites tout ce que je dis. Mais ne faites rien quand Jacques n'a rien dit. Et quand un homme politique part, un autre arrive. De gauche à droite, ils viennent tous consulter le docteur Attali. Professionnalisme assuré. Jacques a dit de danser. Vous êtes venu lui piquer des idées à Jacques Attali. Oui, parce qu'il en a beaucoup. Et donc, il faut prendre les bonnes idées là où elles sont. Ça fait longtemps que ça dure. Et dites-moi, vous êtes dit quoi ? Vous êtes dit quoi là tout à l'heure ? Une des raisons pour laquelle ça dure, c'est que je sais garder les secrets. Bonjour Jacques, ça va bien ? Jacques Attali a le bras long. C'est un homme d'influence. Ne me regardez pas mes texcos quand même. Un homme de réseau, toujours en train de tapoter sur son téléphone. Je suis tout à fait capable de parler d'un truc et d'écrire autre chose en même temps. Il connaît par cœur la mélodie du pouvoir, Jacques Attali. Chef d'orchestre émérite, il déchiffre les partitions comme la politique. Et voici sa dernière prédiction. Le prochain président de la République, mon intuition, c'est que personne ne le connaît aujourd'hui. Ce sera personne de ceux qu'on a vus aujourd'hui, à mon avis. Celui de 2017 ? Oui, je crois que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Bonjour Jacques Attali. Bonjour Caroline. Alors dans ce portrait signé Laurence Aïda Diop et Michael Spitzberg, on voit Jacques Attali, dit Laurence Aïda Diop, qui fait méditer les foules. Jacques Attali, le gourou. Non, j'ai lancé ce mouvement de l'économie positive qui rassemble tous ceux qui, dans le monde entier, s'intéressent à l'avenir des générations futures. Donc, nous travaillons, c'est la 3e année qu'on fait ça, on fait ça maintenant dans le monde entier. C'est inhabituel, la méditation, quand même. Et moi, j'ai commencé une pratique de méditation depuis plusieurs années personnelles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire partager ça à des gens que je voudrais voir s'extraire
de la routine du quotidien pour penser le long terme. Et je me suis dit que la meilleure façon de les faire s'extraire, c'est de les faire vraiment s'extraire quelques minutes avant le début des réunions. C'était un peu une gageure que de faire méditer 2000 personnes avant de commencer à réfléchir. Et ça a très très bien marché. On l'a fait 2 jours de suite et on va continuer. Le temps long, en fait, c'est ça hein, que vous cherchez à trouver et à imposer, en tout cas, et à inspirer aux politiques. C'est ce qu'on lit dans ce livre qui s'appelle « Devenir soi », c'est chez Fayard. Il faudrait faire méditer les politiques. Vous avez essayé ou pas ? Ce livre, justement, ne s'adresse à tout le monde sauf aux politiques. C'est un livre où j'essaye de dire n'attendez plus rien des politiques. De toute façon, le monde est beaucoup plus puissant que la politique, qui elle-même est de plus en plus discréditée et affaiblie. Donc, prenez conscience que votre vie est unique, que vous avez le temps de vous en occuper vous-même et n'attendez pas que les gens vous C'est guident pas rien, vie. pardonnez-moi d'abord d'insister sur cette première partie de votre phrase. Vous, Jacques Attali, qui avez été si près de ces hommes de pouvoir, qui avaient été dans l'ombre pendant tant d'années, vous dites n'attendez plus rien des politiques. Oui, pour Pourquoi ? plusieurs C'est raisons. quand la rupture ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de choses. D'abord, la politique s'est enlisée dans un grand nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, le pouvoir politique en France et ailleurs a beaucoup moins de pouvoir qu'avant. La mondialisation, la décentralisation, le corporatisme qui s'est installé partout. Le fait peut-être aussi que l'on n'a pas de grands hommes aujourd'hui, en tout cas ça se saurait si on les avait, et donc il n'y a personne qui peut porter véritablement un message. Et puis le fait aussi qu'indépendamment, même s'il y avait des grands hommes, même si la politique avait une force, il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous, on a une seule vie et qu'il faut la prendre en main et la faire. Et je suis toujours très choqué quand je vois des gens attendre tout de quelqu'un, que ce soit une église, que ce soit un homme politique, que ce soit un patron, que ce soit... Donc, je me suis moi-même rendu compte assez jeune de l'importance de ce que la vie est extraordinairement brève, qu'il faut la choisir, se choisir. Et le métier que j'exerce dans l'ONG que je préside, qui consiste à aider les gens à se trouver partout dans le monde, m'a amené partout à trouver des gens qui, très pauvres ou très riches, ont décidé de sortir des rails, ne pas obéir aux règles et se trouver eux-mêmes. Mais j'ai voulu donner quelques règles, Alors qui gouverne ? Si les politiques ne gouvernent plus, c'est le marché qui gouverne, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme ? D'abord, l'important, c'est de se gouverner soi-même. Donc c'est de prendre le pouvoir sur soi-même, c'est de prendre conscience qu'on est aliéné et qu'on doit sortir de cette aliénation tout en acceptant certaines contraintes. On est mortel, on est né à une certaine époque, etc. Mais en dehors de ces contraintes inévitables, il y a un grand nombre de degrés de liberté qu'on peut saisir. Donc il ne faut pas accepter d'être gouverné. Puis ensuite, qui gouverne ? Évidemment, aujourd'hui, personne. C'est le chaos absolu. Il faut créer les conditions pour que progressivement revienne un ordre de droit. Mais je suis convaincu que le scénario du pire, que j'ai décrit dans d'autres livres, est en train de se réaliser. C'est-à-dire qu'on a un monde de plus en plus anarchique, de plus en plus en désordre, ce que j'appelle un monde somalisé qui ressemble à... Le monde dans lequel nous vivons, vous et moi, la France en l'occurrence, vous trouvez que c'est un monde désorganisé De plus en plus, oui, on le voit bien. On le voit avec ce qui se passe au Moyen-Orient, avec ce qui se passe un peu partout, avec le fait que l'économie criminelle devient si importante que les statisticiens se résignent à la compter dans le produit intérieur brut des pays les plus sophistiqués. Donc on voit vraiment monter le désordre et le chaos. Et ça veut dire que, non pas qu'il faut se résigner à ça, mais qu'il faut, parce qu'on ne vit qu'une seule fois, prendre sa vie en main. C'est le règne de l'égoïsme et de l'individualisme ? Non, c'est pas le règne de l'égoïsme et de l'individualisme. Je suis convaincu qu'une nation ne peut être forte que si tous les individus qui la composent se réalisent eux-mêmes. Il appartient à la société de les aider à se réaliser. Mais si eux-mêmes ne se réalisent pas, s'ils sont ce que j'appelle des résignés réclamants, c'est-à-dire résignés à obéir à un ordre et réclamant quelques miettes comme ils tendent leurs mains pour avoir quelque chose, le pays est perdu. Et donc un grand pays ou une grande entreprise ou une grande famille est composé de gens qui ont envie d'être libres et d'être pleinement conscients de ce que la vie est un don magnifique, extraordinaire, mais extrêmement rare. Alors, vous ne croyez plus aux politiques, vous ne croyez plus aux gouvernants, vous ne croyez plus aux États. Je voudrais vous citer une phrase de votre livre. Vous dites les G7, les G8, les G20, que vous avez souvent préparés. Hein. J'ai préparé les G7 et j'ai dit que les G20 étaient inutiles. Bon. Dès que le premier G20 s'est réuni, mon premier éditorial sur le sujet était G20 VAIN. Les G7 et les G8, les G20 ne sont que des occasions de prendre des photos rassurantes. Ce n'était pas le cas. Il y a un certain temps pour les G7, mais les G20, j'ai tout de suite dit que c'était une fausse bonne idée. Mais ça veut dire que des États qui s'organisent les uns à côté des autres pour soit régler le marché, soit même, faisons un autre parallèle avec l'actualité récente, avec ce qui se passe en ce moment en Irak, etc. Bien sûr que c'est nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire. Je suis un favorable, grand partisan, fanatique de la construction européenne. Bien sûr que c'est nécessaire. J'explique aussi qu'il y a ce conflit entre le marché et la démocratie, et que le marché devient mondial alors que la démocratie reste locale. Donc il faut qu'une démocratie devienne mondiale. Mais il n'empêche, ce n'est pas le sujet de ce livre. Le sujet de ce livre, c'est de dire
indépendamment de tous ces sujets, indépendamment de votre... Prenez exemple sur tout ce dont je donne des exemples, des artistes, des entrepreneurs sociaux, des militants, qui se réalisent aujourd'hui, qui sont partout, qui sont partis de rien ou de quelque chose, qui ont eu une famille qui les aidait ou personne qui les a aidés, qui ont rencontré un choc ou un chagrin ou une bonne surprise et qui se sont pris en main. Et j'essaie de donner quelques règles pour le faire. Je crois que si chacun d'entre nous le faisait, si chacun prenait conscience de son unicité, de se dire mais pourquoi après tout je mènerais la vie qu'on a voulu pour moi? Pourquoi je ne la choisirais pas moi? À ce moment-là, c'est la vraie révolution. Et à tous ces gens-là, on a expliqué pendant des années qu'une manière de se réaliser, une manière de peser sur le monde, c'était de voter. Il y a eu, en l'occurrence, des élections. Aujourd'hui, c'était des grands électeurs, mais c'est les élections sénatoriales qui se déroulent en ce moment, qui sont une défaite pour la gauche, qui font rentrer 2 sénateurs Front National au Sénat. Ça pèse, ça? Ça pèse sur la vie collective, bien sûr, c'est essentiel, c'est la définition de la démocratie. Mais c'est pas ça qui va vous faire réaliser votre talent. C'est pas en allant mettre un bulletin dans l'urne que vous saurez si votre vie est destinée à être un cuisinier, un musicien, un entrepreneur, un animateur social ou aller faire du travail social au fin fond de l'Afrique. C'est pas ça qui va le décider, c'est vous-même. C'est pour ça qu'il est si important de réformer. Si des réformes sont nécessaires, c'est l'orientation, la formation professionnelle, la formation permanente, l'éveil et tout ce que j'essaie de montrer dans ce livre comme une sorte de rituel, de protocole qui passe en effet par la méditation, mais par bien d'autres étapes pour se trouver, pour réaliser profondément en soi, dans la douceur et l'humilité, ce qu'on peut véritablement réaliser. Est-ce que ce livre, il est une rupture dans votre vie? Je ne parle pas de votre vie personnelle, mais dans votre vie publique que vous avez eue avec les politiques. On l'a vu dans le reportage, où vous êtes avec Alain Juppé, vous êtes avec Manuel Valls, et on sent une déception et une amertume à l'égard de la classe politique. Ils vous ont déçu? Oui, on peut dire ça. Ça fait des années que je mène un chemin parallèle. J'ai créé Action contre la faim, j'ai créé la Berde, j'ai créé... Sur cette partie-là de votre vie qui nous vaut de vous avoir aujourd'hui avec vous sur le plateau de C'est politique. Mais j'ai voulu maintenant le traduire dans un livre, donc c'est pas seulement moi qui veux faire ça. Je vous invite à en faire autant, c'est-à-dire à ne plus compter sur les autres, à ne compter que sur vous-même. Sur les politiques, pourquoi ils vous ont déçu? Parce qu'ils sont plus à la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois aucun homme politique, en tout cas en France, et je dirais même plus largement en Europe, qui soit à la hauteur des enjeux immenses qu'on a rencontrés. C'est quoi être à la hauteur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'avoir un projet à long terme. C'est de dire au pays, la France est un grand pays, peut être un grand pays. Voilà. Ça, ils l'entendent, hein. Ils l'entendent tous les jours. La France est un grand pays, la France a des atouts. Non, c'est pas des atouts. La France a un projet, et voilà mon projet. Je n'entends aucun homme politique me dire, dans 30 ans, la France, ça doit être, par exemple, ce que moi je crois, un élément d'une Europe fédérale, une grande puissance ayant un modèle de vie particulier qu'on appelle la social-démocratie ou qu'on peut appeler autrement, mais qui a une qualité de vie particulière. Une francophonie forte. C'est sur ces 3 piliers, on peut faire de la France, des générations suivantes, une puissance très riche et très heureuse. Mais pour y parvenir, voilà le chemin que nous devons suivre ensemble. Voilà les programmes auxquels je vous conduis et accessoirement, voilà le budget pour l'année prochaine. Mais le budget pour l'année prochaine n'est qu'une conséquence de ce projet long terme. Je ne l'entends pas, ce projet long terme. On entend des bavardages. Mais le lien entre le projet long terme auquel je crois profondément à ce projet long terme, et l'action quotidienne, on n'a pas. Et si on n'a pas ça, eh bien, c'est pas qu'on n'a pas de pilote dans l'avion, c'est qu'on n'a même pas de cabine de pilotage. Alors, revenons à la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire la situation économique de la France. Vous reconnaissez un mérite dans le livre à ceux qui inventent et ceux qui entreprennent. Mais au-delà de la philosophie, ils sont confrontés à une réalité très simple, la concurrence. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous, y compris en Europe. Elisa Coudray, Fabrice Hauss, Joël Lefebvre et Maxime Liogier. D'un côté, un patron français. De l'autre, un entrepreneur portugais. 2 spécialistes du meuble, bien décidés à s'imposer sur un marché qui pèse plus de 9 milliards d'euros en France. Pour cela, une seule solution, être compétitif. Mais se battent-ils vraiment avec les mêmes armes? Département des Deux-Sèvres. C'est ici que sont nés les meubles Célio dans les années 50. Aujourd'hui, Alain Liot dirige près de 200 salariés, mais les temps sont durs. Cette année, la croissance de l'entreprise sera négative. Alors pour s'en sortir, le patron français mise sur l'innovation. Ça, c'est donc le dernier investissement qu'on vient de faire là. C'est le matériel allemand, parce que malheureusement, il y a pratiquement plus de matériel français dans l'industrie du meuble. C'est une machine qui a demandé pratiquement 1 an d'études et qui nous a été livrée il y a 3 mois. On a réduit au maximum tous les temps de travail manuel, les temps qui n'apportent aucune valeur ajoutée en fait. Ça n'apporte rien de prendre un panneau et de le mettre dans une machine. Donc là, on a des automates qui permettent de remplacer le travail de l'homme. Car face à ces concurrents étrangers, l'un des principaux points faibles du français, c'est le coût du travail. Au Portugal, le salaire minimum est presque 3 fois moins élevé que le SMIC. À Porto,
Carlos Reis emploie 220 salariés et affiche une croissance qui fait rêver, plus de 30% ces 2 dernières années. Alors lui aussi investit. La machine là-bas, elle nous permet d'ajuster le niveau d'hygrométrie comme nous le souhaitons. C'est de la haute technologie. Grâce à cela, nous réalisons en 5 jours ce que nous faisions avant en 3 mois. Une partie de nos investissements ont été réalisés grâce aux subventions de l'Union européenne. Ils nous aident énormément. Ça représente plus de 50%. Des aides auxquelles n'ont pas accès ces concurrents français. Autre différence de taille, les normes auxquelles sont soumises les entreprises. Beaucoup plus drastiques dans l'Hexagone. On a plus de contraintes, oui, parce qu'on a des normes qui sont différentes. Il y a des normes européennes, voilà, comme par exemple le taux de poussière dans l'air. Bon, il y a une norme qui est 1. Nous, en France, le gouvernement a décidé qu'il allait nous imposer 0,50. Bon, ça veut dire que c'est un travail supplémentaire, des investissements supplémentaires. Et là, distorsion par rapport aux Portugais qui, eux, vont se mettre norme 1. Trop de contraintes, pas assez de flexibilité. En 2012, le Portugal a modifié sa législation en matière de droit du travail. Plus de souplesse pour les chefs d'entreprise. C'est plus facile d'embaucher, c'est aussi plus simple de rompre les contrats. Il ne s'agit pas de licencier juste parce qu'on l'a décidé, mais pour le bien de l'entreprise. Nous pouvons nous adapter au carnet de commandes. Quand nous avons beaucoup de travail, nos ouvriers font plus d'heures. Ils peuvent travailler le samedi ou la nuit s'il le faut. Mais si nous avons moins de commandes, nous pouvons trouver un accord avec eux pour réduire leur temps de travail. Des patrons français clairement désavantagés en termes de compétitivité. Alors comment lutter? Baisser les charges, augmenter le temps de travail? Peut-être. Mais pour Alain Liot, ça ne sera pas suffisant. Je ne pense pas que ce soit des solutions miracles qui vont amener la révolution et faire qu'on va plus. À nous d'être plus souples, de livrer beaucoup plus vite, de livrer un produit de bonne qualité, avec aucun service après-vente, de faciliter également la vie de notre distributeur. C'est-à-dire qu'on a une plus-value, nous, à apporter avec nos distributeurs, lorsqu'on va installer nos produits dans les magasins, lorsqu'on forme les vendeurs. À nous d'être différents. Il faut jouer la différenciation. Il ne faut pas jouer la stratégie volume, il faut être différent des autres. Et c'est là où on va gagner le combat. Je me demande s'il a lu votre livre avant ou pas, ce chef d'entreprise. C'est exactement ça, exactement ça. J'explique qu'il faut essayer de trouver en quoi on est différent des autres, en quoi on est unique, absolument unique, et s'en servir. Et reconnaître toutes ces formes d'aliénation, et l'aliénation, c'est la contrainte du politique. Moi, ça fait des années que je dis qu'il faut faire toutes ces réformes. On ne les a pas fait, et naturellement, on ne les fera pas. Bon, il faut vivre avec. Et ben, on ne va pas baisser les bras. Mais là, un exemple très concret. Oui. Il y a la réalisation de soi-même, ce chef d'entreprise qui le fait parfaitement, il essaie de trouver les chemins de passage. Et puis, il y a les normes dont il parle, les normes qui viennent d'une Europe qui est vécue comme une contrainte. Ces normes sont, telles qu'elles viennent d'être définies, tout à fait justifiées. C'est des normes qui permettent aux ouvriers de respirer correctement. Et oui, laissant entendre que la France en fait un peu plus que ses voisins européens. Pour des raisons de santé, mais il faut prendre les choses comme elles sont. Il faut évidemment se battre pour améliorer, pour modifier, en effet. Mais ce n'est pas une raison pour passer son temps à être résigné et à se plaindre. Il faut agir. Par rapport à ça, le maître mot, c'est ne quémandez pas un emploi, créez-le. Ne quémandez pas des aides, agissez dans le monde. Vous pensez que ça peut s'adapter à tout le monde? Il y a des gens qui vous écoutent là, qui doivent se dire il est bien gentil, mais moi ça fait des années que je demande un emploi. Non, mais il ne doit pas le demander. Moi je le vois concrètement. L'organisation que je préside, Planète Finance, nous travaillons dans 80 pays. Nous travaillons aussi en France. Nous travaillons dans les quartiers. Qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers? On a des bureaux avec des jeunes, très diplômés, dont le métier est d'aller voir les gamins et de leur dire, au lieu de traîner ou de faire rien, est-ce que vous avez une idée? On va vous faire votre étude de marché, votre business plan, on va vous trouver l'argent et vous faites votre entreprise. Il y a quelqu'un qui les aide. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Coach. Ouais. Coach. Absolument aucune aide financière. Coach. On les pousse à se découvrir eux-mêmes, à savoir ce qu'ils sont. L'expérience marche. On a créé 3000 entreprises qui sont pour 80% d'entre elles pérennes pendant plus de 3 ans. Et ces jeunes-là, ils coûtent à la collectivité, c'est-à-dire par notre intermédiaire, à ceux qui nous financent, en 3 ans, autant qu'au chômage, il coûterait pendant 3 mois. Donc tout bénéfice. Le problème, c'est qu'on est en France, et le problème, c'est qu'on se retourne en général vers l'État. Exactement. Et ça, c'est culturel, c'est historique. Est-ce qu'on peut, parce qu'on l'aurait décrété? C'est une partie de la société française qui est toujours aussi dans le débat médiatique. On demande aux politiques, etc. Mais
il faut voir que la réalisation de soi, elle est partout. Les créateurs sont partout. La société française est pleine de ces créateurs, qu'ils soient des artistes, qu'ils soient des musiciens, qu'ils soient des peintres, qu'ils soient des fabricants de textiles, qu'ils soient des couturiers. Vous prenez des dizaines d'exemples. Vous ne pensez pas que vous parlez d'une élite? Pas du tout, absolument pas. Justement, puisque je vous parle, et dans le livre, je donne des exemples très humbles de jeunes venant de quartiers qui ont créé leurs entreprises. Tout le monde est entrepreneur, selon vous? Tout le monde a l'âme d'un entrepreneur. Vous ne trouvez pas qu'il y a des gens qui se disent « Bon, moi, j'ai envie d'être salarié dans une entreprise ». Tout le monde est d'abord, qu'il le veuille ou non, entrepreneur de sa propre vie. Parce que notre vie est une entreprise, une aventure. Nous sommes l'entrepreneur de notre vie. Elle peut se traduire par le fait qu'on n'a pas envie d'être entrepreneur au sens économique du mot, qu'on a envie de mettre sa vie dans la famille, dans le jardinage, dans la collection, dans ce qu'on voudra. Dans ce cas-là, on le fait consciemment, lucidement. C'est un choix d'une façon de se réaliser. Mais tout le monde choisit une entreprise de vie, même si l'entreprise de vie, c'est la passivité. Le problème, c'est que si on se tourne vers l'État, c'est parce que l'État, il protège, surtout en France. Il accompagne, il aide quand c'est compliqué. C'est très bien ainsi. Mais donc, à la fin de ce livre-là, où vous parlez à un moment donné de la somalisation du monde, c'est-à-dire un monde où les États, de toute façon, sont surendettés, où la bureaucratie a pris le pouvoir et qui ne sert plus à rien, c'est un peu stressant. Il faut qu'il aide de façon utile. Non, il faut qu'il aide de façon utile. Prenez un exemple qui, pour moi, est absolument crucial. La formation permanente. On gaspille en France 32 milliards de formations permanentes. Ils sont où, ces 32 milliards, vous le savez, vous? Oui, bien sûr. Pour l'essentiel, ils vont chez les partenaires sociaux qui les gardent pour eux et pour les entreprises qui les gardent pour former leurs cadres à des choses tout à fait inutiles. Il n'y a que 2% des 32 milliards qui vont aux chômeurs. Moralité, Emmanuel Macron a dit, à juste titre, qu'il y avait des travailleurs illettrés. C'est vrai qu'il y en a. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Et il y a encore plus de chômeurs illettrés qui n'ont pas été formés. Pourquoi vous dites ça comme si c'était... Il y a sans doute des gens qui découvrent ce soir qu'il y a 32 milliards dans l'économie française qui sont gaspillés et qui sont utilisés par les partenaires sociaux pour qu'on ne fait rien. Parce qu'en France, on a délégué le pouvoir aux partenaires sociaux en croyant lâchement confondre les accords entre partenaires sociaux avec l'intérêt général. La formation permanente est un exemple. La nouvelle loi que M. Sapin a fait passer dans son ancien ministère est aussi catastrophique que la loi Duflot. Elle doit être appliquée. Et j'espère qu'elle ne le sera pas. Qu'est-ce qu'elle change, cette loi? Pourquoi est-ce qu'elle est catastrophique? Justement rien. Elle ne change rien. Alors qu'on passe de 2% de l'argent consacré aux chômeurs à 3%, c'est un chose rien. Vous vous souvenez qu'on nous avait dit que c'était un accord historique, hein? Oui, par définition, tout accord est historique. Mais ça, c'est un exemple typique d'un argent énorme qui pourrait être utilisé à aider les gens à, justement, devenir soi. C'est-à-dire à se trouver et à chercher pour quel métier ils sont faits. Voilà un exemple typique de choses que l'État pourrait faire. J'ai un autre exemple pour vous. Mais en le laissant aux partenaires sociaux, il renonce à son rôle. J'ai un autre exemple pour vous. Vous avez parlé d'Emmanuel Macron, qui avait parlé des illettrés d'une entreprise bretonne après d'autres, qui s'appelait GAD. On pourrait parler aussi en Bretagne de Tilly Sapco, qui est une entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire ou en cessation de paiement. Enfin, je crois que c'est liquidation judiciaire cette semaine. À peu près 300 ouvriers et ouvrières qui se retrouvent sans formation, sans rien. À eux, vous dites quoi? Débrouillez-vous? Oui, et en même temps, je prends l'exemple de ce que nous faisons avec Planète Finance, qui est un exemple modeste et qui pourrait être généralisé pour plusieurs entreprises, que je ne citerai pas parce que je ne sais pas si elles sont d'accord pour qu'on les cite. Nous aidons des gens qui sont en situation de devoir quitter leur emploi à trouver le métier qu'ils pourraient vouloir faire, à trouver l'entreprise qu'ils pourraient créer. Et dans 2 villes de France, nous avons déjà aidé des gens qui sont sortis d'une entreprise où ils étaient au travail à la chaîne, qui ont créé un emploi de serrurier, de garagiste, de traiteur. Mais ça, c'est l'État qui devrait faire ça, c'est pas une entreprise comme la vôtre. Non, l'État pourrait pas faire ça. C'est pas une entreprise, c'est une ONG, je fais ça de façon bénévole. Mais pourquoi pas? Peu importe. L'État pourrait le faire, mais pas forcément l'État. L'école devrait le faire. L'université devrait le faire. C'est pas normal que ce soit des boîtes commerciales qui fassent ce genre de métier. Tout le monde, la famille pourrait le faire. Tout le monde doit. Et soi-même, on doit se dire, mais bon, au lieu de chercher, de quémander une assistance, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Je me souviens que vous avez lancé ce qui ressemble à un ultimatum, on va dire une date butoir, un rendez-vous. Voilà, c'est ça. C'était d'ailleurs rendez-vous le 2 octobre. Message que vous adressez au gouvernement à propos du budget qui va être débattu dans les prochains jours. En disant, en gros, s'il n'y a pas plus de 25 milliards d'économies en 2015, il n'y a pas de hausse de 2 points de la TVA, en gros, on aura encore raté l'occasion de se réformer. Est-ce qu'aujourd'hui, le 2 octobre, c'est là, c'est demain, après-demain, l'opération s'est bien passée avec le gouvernement ou pas? Pour l'instant, non, et on n'est pas encore le 2 octobre, et le gouvernement a retardé d'une façon
incroyable la date de remise du budget au Parlement, ce qui fait que le budget ne sera soumis au Parlement que mercredi prochain, alors qu'il aurait dû être soumis mercredi dernier, ce qui aurait permis de mieux savoir. Moi, je ne peux pas donner mon avis tant que je n'ai pas vu le texte du budget. Personne ne l'a vu. Mais il n'y avait pas que le budget pour moi. Il y a le budget, savoir si les économies sont réelles ou pas fictives, c'est les impôts, c'est aussi la réforme de la formation permanente dont je viens de parler, c'est la réforme des collectivités territoriales, je ne sais pas où elle est, c'est la réforme des logements, je ne sais pas où elle est, c'est le grand programme d'investissement pour l'Europe, je ne sais pas où il est, donc j'attends, peut-être que le 2 octobre, j'aurai une réponse sur tout ça. Vous allez attendre aussi sur les professions réglementées. Les professions réglementées sont... Mardi, il y aura une mobilisation des responsables des professions comme les pharmaciens, les notaires. C'est anecdotique. J'ai dit depuis des mois et des mois que si on veut tuer la réforme, il faut mettre en avant celle-là. Parce qu'elles ne sont pas très importantes. Le ministre précédent, Arnaud Montebourg, avait mis ça en avant et c'était une façon de faire capoter l'ensemble. Je ne sais pas s'il l'a fait volontairement ou pas, mais c'était une façon de faire capoter l'ensemble. Quand on met ces choses tout à fait anecdotiques devant, c'est utile de les réformer. Mais ça risque de tout bloquer. Donc il ne faut pas le faire. Il faut s'adresser... La dernière réforme essentielle pour moi, c'était le travail le dimanche, qui est dans les conditions d'accord avec les partenaires sociaux, bien sûr, dans l'entreprise, pas de façon globale. Il faut le faire. Ce sera fait ? J'en sais rien. J'attends le 2 octobre pour vous dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu venir. Mais sur les professions réglementées, on a le sentiment, et j'ai lu dans le Parisien ce matin, que la tentation d'Emmanuel Macron, c'était entre guillemets, de caler sur cette réforme, notamment sur la distribution de médicaments dans les supermarchés. Ça concerne tout le monde, ça parle à tout le monde. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est de ne pas considérer ça comme prioritaire. Mais les autres que je viens de donner sont prioritaires. Une réforme absolument à faire en urgence là, c'est laquelle ? La réforme de la formation permanente, dont je viens de parler. Ouais. Le travail le dimanche, la réforme des collectivités territoriales. Rendez-vous compte, il y a 37 000 communes en France. En fait, elles sont déjà toutes regroupées en moins de 2500 communautés de communes. D'un geste de main, on peut dire on n'élit plus que le maire des communautés de communes. C'est fini. C'est fini. La seule façon en politique de décider, c'est décider. Et c'est ça qui manque le plus. Oui, c'est ça. Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ça fait des années que vous leur susurrez ce genre de réforme. C'est très vieux, hein, le travail le dimanche, etc. C'est des sujets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Pourquoi ? Pourquoi il n'y arrive pas ? Après, on peut regarder aussi ce qui se passe dans la rue, dans le pays. C'est un pays qui est éruptif. Manque de courage. On a peur de la rue, et la rue, en fait, enrage de voir le pays ne pas se réformer. Et pourquoi on ne le fait pas ? Pour la raison que j'ai dit en commençant, c'est comme dans nos vies personnelles. Si on veut se trouver, il faut se donner un objectif à 20 ans. Il faut se dire, quel que soit l'âge qu'on a, où je veux être dans 20 ans. Où je veux être dans 20 ans. Et une fois qu'on s'est posé cette question, on en découle ce qu'on va faire pour y être dans 5 ans et ce qu'on va être le mois prochain pour y arriver. Tant que la nation, tant que les politiques ne nous disent pas la France, dans 20 ans, je veux que ça soit ça. Et je vous y emmène. Et on va y arriver. Et voilà les réformes qu'il faut faire. Rien ne se passe. Alors, si on se met à la place de... C'est la différence entre un homme d'État et un homme politique. Vous parlez de François Hollande quand vous parlez de cela ? Vous pensez qu'il sait où il sera dans 20 ans, lui ? Il y pense ? Dans l'exercice des responsabilités ? Je pense qu'il devrait plus clairement dire où il voit la France dans 20 ans, pas lui. Et il y a sans doute des gens qui vous écoutent aujourd'hui qui se disent oh, « J'adorerais savoir où je serai dans 20 ans. J'adorerais même savoir ce que je ferai demain, après-demain. » Ça dépend vous la connaissez, cette peur-là de l'avenir, cette peur de cette crise identitaire que vit le pays, toutes ces choses-là qui sont... Mais ayez confiance en vous, ayons confiance en nous, reprenons-nous. Personne n'est condamné à l'échec, à l'aliénation. Personne n'est condamné. Il suffit de vouloir. Et quand on veut, on trouve des mains qui se tendent, on trouve des gens pour vous aider, on crée des collaborations. Si on sourit, on trouve des sourires. Si on tend la main, il y a des mains qui se tendent. En plus, en France, dans un pays où il y a une telle chaleur, une telle réseau d'associations, personne n'est seul. On ne sent pas cette chaleur dont vous parlez aujourd'hui. Vous la sentez, vous ? Parce qu'on n'écoute pas assez la douceur des autres. Je voudrais vous soumettre une phrase. Elle est signée Nicolas Sarkozy. À désacraliser le travail, à stigmatiser l'ambition, on a abandonné la société française à la jalousie. Vous êtes d'accord avec cette phrase ? Pour moi, c'est des mots alignés l'un après l'autre. Je ne comprends pas. Ah bon ? Désacraliser le travail, c'est quoi ? Le travail aliéné, exploité, stigmatiser l'ambition. L'ambition de quoi ? D'écraser les autres. La jalousie de qui ? De quoi ? Non, tout ça, c'est des mots. C'est des mots ? Ça veut dire que vous pensez que, bon là en l'occurrence, c'est ceux qui réussissent, c'est cette France qui réussit, dont Nicolas Sarkozy considère qu'elle est mal vue en France parce que... Attendez, si c'est ça qu'il veut dire, autant le dire plus clairement. Moi j'ai toujours dit qu'il y avait deux conceptions de la société. Il y a ceux pour qui le scandale c'est la richesse, et ceux pour qui le scandale c'est la pauvreté. Moi je suis de ceux qui pensent que le scandale c'est pas la richesse, c'est la pauvreté. Et la richesse, ça peut être la richesse du cœur, la richesse du talent, la richesse matérielle lorsqu'elle est légitimement acquise. Mais c'est vrai qu'en France, si c'est ça que ça veut dire, même si c'est pas ce que je comprends, si c'est ça que ça voulait dire,
Oui, mais dans la société française, pour des tas de raisons historiques, culturelles et même religieuses, on privilégie la culpabilisation de la richesse à la culpabilisation de la pauvreté. On glorifie la pauvreté, ce qui est une façon aussi de glorifier la médiocrité, l'humilité et d'une certaine façon l'échec. Dans cette société française aujourd'hui qui est... on va dire en crise, en tout cas, on ne sent pas une espèce d'élan dont vous nous parlez aujourd'hui, on ne le sent pas, en tout cas dans les enquêtes, pour l'instant, c'est pas clair. Dans ce moment-là, Nicolas Sarkozy, qui revient donc, dit référendum. Il faut redonner la parole au peuple. Ce peuple-là, ce pays-là, a besoin qu'on l'écoute davantage. Donc sur certains sujets, puisqu'on parlait de la réforme et de la difficulté de réformer, la réforme des territoires, la baisse par exemple du nombre de parlementaires, il dit... on passe par référendum. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec cette approche? Bien sûr que non, et je sais que lui non plus ne l'est pas. Ah. Parce que ça, c'est une façon de faire une proposition vide de sens. Une vraie proposition vide de sens, c'est de dire quelle réforme je propose, pas on va voter. Parce que tout le monde sait, et lui le premier, qu'au référendum, les Français ne votent pas sur le sujet, mais votent sur celui qui a posé la question. Et donc, le référendum n'est pas une bonne façon. On a inventé une démocratie parlementaire, sophistiquée, très sophistiquée. Elle doit fonctionner, elle permet de régler l'élection, d'autant plus que les questions sont tellement sophistiquées qu'elles ne peuvent pas se régler par oui ou par non. Elles supposent des amendements, des ajustements que le Parlement est là pour faire. Mais donc, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que les réformes, on a l'impression que tout le monde défend les mêmes réformes, il y a une espèce de consensus sur les réformes que devrait engager immédiatement le pays, mais la difficulté c'est d'y aller, d'aller au bout de ces réformes-là et de les faire. Donc cette méthode-là permet aussi de... Non, prenez... J'ai présidé une commission bipartisane qui a rendu un rapport unanime du MEDEF à la CGT sur 300 et quelques propositions. Le président précédent ne l'a pas fait. L'actuel président le fait. Il dit c'est la faute à la crise. Oui, mais ça c'est honteux de dire ça, absolument honteux. Parce que quand il n'y a pas la crise, il y a la croissance, on ne fait rien, et quand il y a la crise, on ne réforme pas. Ce qui veut dire d'ailleurs que s'il était réélu président de la République, comme la crise serait toujours là, il s'engage à ne rien faire puisqu'il y a la crise. Alors qu'évidemment, l'exemple de votre chef d'entreprise l'a montré. On ne réforme que dans la crise. C'est la crise qui pousse à réformer. Déçu par Sarkozy. Soi-même d'ailleurs. C'est souvent dans une crise personnelle qu'on se réforme. Déçu par Sarkozy. Pas déçu par Sarkozy. Déçu par Hollande. Non, pas déçu. Je ne vais pas être déçu. Nicolas Sarkozy était et reste un ami personnel. Il ne faut pas séparer les choses. Je n'ai jamais voté pour lui, mais ça reste un ami personnel qui a très bien géré de grandes dimensions. Non, mais je rebondis sur, pardonnez-moi de vous couper, sur une phrase que vous avez dite dans le reportage qui, à mon avis, fait bondir quelques-uns qui vous regardent. C'est le prochain président ne sera pas. On ne le connaît pas. Non, je pense qu'on ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va se passer énormément de choses d'ici là. Je pense que les Français sont très sages, extrêmement sages. Ils ont toujours voté au laser. Ils jouent avec l'idée d'élire Marine Le Pen. Ils vont se faire peur pendant un certain temps à l'élire. Puis ils vont se rendre compte que, évidemment, ce serait une situation tellement épouvantable qu'ils ne vont pas l'élire. En même temps, il y a tellement de gens qui se préparent à être candidats qu'on ne sait pas très bien qui va sortir. Et moi, je pense que les Français attendent quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui renverse les tables et qui leur dise voilà la direction où il faut aller. Je ne sais pas qui c'est. Alors l'État, on en parlait. L'État dont on attend tout en France est parfois contesté. Les Bretons en ont encore donné l'exemple la semaine dernière à Morlaix. Poussée identitaire, rejet des taxes, contestation de l'impôt, bonnet rouge en embuscade. Ce week-end, la mobilisation portait sur la réunification de la Bretagne contre la réforme territoriale du gouvernement. Yacine Milly et David Lemarchand. C'est Naoned Hebraïs, ça veut dire Nantes en Bretagne. Nantes en Bretagne, ce n'est pas une réalité aujourd'hui. Et avec le projet de réforme territoriale, ce n'est toujours pas pour demain. Pourtant, pour réclamer la réunification, c'est toute la Bretagne qui s'est donné rendez-vous ce week-end à Nantes. Il est d'où? De Rennes. De Dole. Dole de Bretagne. De Quimper. Presqu'île de Crozon. De Brest, dans le Léon. Je suis née en Bretagne et je veux mourir en Bretagne. Entre 13 000 et 30 000 manifestants, la plus importante mobilisation de l'année. Après la séparation il y a 75 ans sous le régime de Pétain, les Bretons demandent réparation. Il y a des Bagadous parmi nous. Une Bretagne à 5 départements avec la Loire-Atlantique. Mais la réforme territoriale, elle, prévoit de rester à 4 départements. Alors ici, beaucoup estiment avoir été ignorés par le gouvernement. On a remplacé les rois de France par l'État. Et les gens élisent C'est vrai, ça c'est la démocratie, ils élisent. Alors, mais après, c'est fini, c'est l'État qui dirige, il n'y a plus de démocratie. C'est clair qu'il y a un ras-le-bol, que ce soit sur la réunification ou sur plein d'autres points, la population, elle se sent pas du tout écoutée. Il y a vraiment un sentiment d'impuissance par rapport à ce que les gens peuvent décider et faire dans leur vie, qui est insupportable. Pourtant, au-delà de l'espoir, la Bretagne est déjà
une réalité économique en Loire-Atlantique. Laurent Guillet est producteur de cidre à quelques kilomètres de Nantes. Bon bah impeccable. Mais son produit, lui, est 100% breton. Car ces pommes bénéficient d'une indication géographique protégée, délivrée par l'Union européenne. La Loire-Atlantique est sur un territoire breton. La matière première reste bretonne et restera bretonne. Donc on continuera à vendre du cidre breton. Et il n'y a pas, je dirais, vis-à-vis du consommateur, il n'y a aucune tricherie à ce sujet. On fait toujours du cidre breton et on fera toujours du cidre breton. Breton ou pas breton, ici beaucoup refusent que l'État prenne seul la décision. Ils estiment que c'est au peuple de trancher et en appellent au référendum. On y revient au référendum, mais on en a déjà parlé. Un mot sur cette réforme territoriale, elle ira au bout? Elle sert à quelque chose? La vraie réforme territoriale, c'est la fusion des communes et la disparition des départements. Le découpage des régions, c'est pas vraiment une priorité. C'est anecdotique pour moi. Ce qu'on voit aussi dans ce reportage, c'est ce repli identitaire. Là, ce sont les Bretons, mais on pourrait parler de l'Écosse, on pourrait parler des Catalans. Qu'est-ce que ça traduit? Ça renvoie très profondément au sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est l'identité de la France. La France a été construite de siècle en siècle par opposition entre la France comme nation et les provinces. Et la grande réforme de la Révolution française, ça a été justement de casser les provinces, de faire des départements qui ne soient pas des regroupements qui correspondent aux provinces. Et les régions de 1960 ont aussi été faites d'une façon assez habile pour ne pas reconstituer les provinces de l'Ancien Régime. Parce qu'on avait une idée très forte de l'identité nationale. Si l'identité nationale se défait, sans qu'en même temps on construise une identité européenne, tout naturellement, l'identité régionale va ressurgir. On va retourner au temps d'un État faible. Donc le retour d'une identité régionale, c'est un signe de disparition de la puissance de la nation et de l'identité. Le devenir soi national disparaît au profit du devenir soi régional. Et moi, je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle pour la France. Et je vous laisse maintenant entre les mains de Claude Veil, qui vous ramène quelques années en arrière. Claude. Entre les mains, c'est beaucoup dire. Oui, pardon, je vais peut-être vous parler un tout petit peu du passé. Bonjour Jacques Attali, d'abord, je suis heureux de vous voir parce que vous êtes une parole libre et originale qui tranche dans le débat politique français que vous connaissez si bien. Donc, ça a été dit tout à l'heure, vous avez été l'homme qui parle à l'oreille des présidents, 11 ans, 10 ans auprès de François Mitterrand, conseiller spécial, l'homme dans le bureau à côté. Et ensuite, vous avez gardé vos entrées à l'Élysée sous Sarkozy. Il y a eu une parenthèse Chirac. Et évidemment, aujourd'hui, sous François Hollande, que vous connaissez tellement bien que c'est vous, je crois, qui l'avez présenté à François Mitterrand, qu'il avait fait entrer dans le cercle. Oui, c'est-à-dire que je l'ai pris avec moi dans la campagne présidentielle de 81, et quand François Mitterrand m'a demandé de le suivre à l'Élysée et de constituer une équipe autour de moi, j'ai pris Ségolène et François dans mon équipe. Le couple. Et donc, la question que j'avais envie de vous poser, parce que les Français ne sont pas très au clair avec ce président Hollande qu'ils ne comprennent pas très bien, vous les avez vus fonctionner, vous les avez vus dans l'exercice du pouvoir, vous les avez vus parler, décider, agir, quelquefois décider de ne pas agir. Est-ce que vous diriez de François Hollande, ce bébé Mitterrand, qu'il est mitterrandien dans son exercice du pouvoir? Non, certainement pas. On ne peut pas comparer les gens, tout le monde est différent. La fonction, d'abord, est différente. Le président de la République, aujourd'hui, a infiniment moins de pouvoir que François Mitterrand en avait, tant en politique intérieure qu'en politique étrangère. Infiniment moins. Il y a l'euro, il y a plus l'Union soviétique, donc la question qui nous hantait tous de l'arme nucléaire n'est plus là. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui ont... Mais l'équation personnelle, c'est pas vous apprendrez que les hommes, ça compte énormément, vous avez écrit suffisamment de biographies. L'équation personnelle est très différente. François Mitterrand était un homme d'extrême mystère, de grande hauteur de vue, qui se demandait sans cesse quelle trace il allait laisser dans l'histoire, peut-être aussi de façon mégalomaniaque. Que va-t-on penser de moi dans 30 ans, qui était une question qui l'obsédait, dont on parlait presque tous les jours, et qui revenait aussi à quelle trace son action allait laisser dans le temps. C'est complètement différent. Il y avait un sens de la grandeur que je n'ai pas retrouvé depuis. Il y a des choses communes. Il y a des choses communes. Il y a la solitude dans le pouvoir. Il y a le fait d'être relativement ingrat à l'égard de ceux qui vous ont servi. Il y a toute une série de choses. L'art du cloisonnement. Oui, c'est ça. Tout ça. Une manière de cacher son jeu, d'avancer. Oui, ça c'est. Le goût et le sens de la tactique. Oui. Politique, de la politique pure. La question, c'est de savoir si la tactique est une fin en soi ou s'il est au service d'un projet. Dans l'interview à Challenge qui a été évoquée déjà tout à l'heure par Caroline, vous disiez que vous rapportiez cette anecdote qui est très éclairante. Vous parlez avec Mitterrand, on est en 83, 84, j'imagine, et vous lui dites, au fond, quelle est la qualité majeure d'un homme d'État 81. Quelle est la qualité majeure d'un homme d'État? Réponse, l'indifférence. Oui, c'était en juin. Est-ce que vous diriez que Hollande est un indifférent au sens où Mitterrand l'entendait? Mitterrand me disait, ce n'est pas le courage. J'aurais voulu vous répondre le courage, mais c'est l'indifférence. Ça veut dire
Le courage, c'est idiot, le courage. Si c'est pour foncer dans le mur sans projet, ça n'a pas de sens. Par contre, l'indifférence, quand on a un projet, quand on sait où on va, quand on s'y tient, alors on peut être indifférent parce qu'on est sûr de soi. Et Hollande n'en a pas? Alors, je ne peux pas trancher ainsi. Vous le voyez, vous lui parlez. Je dirais que... Il vous écoute. Je ne sais pas s'il vous entend. Voilà. La différence entre écouter et entendre reste une grande question. Et je ne suis responsable que de ce que je dis, pas de ce qu'on en fait. Il a beaucoup de qualités pour être un grand président. Il est honnête, il est compétent, il est actif, il travaille. Et il a une idée assez claire de ce qu'est la situation de la société française. En creux, ce n'est pas les mêmes qualités que son prédécesseur, qui avait d'autres qualités, pas celle-là. En politique étrangère, disons qu'il est beaucoup plus à l'aise, me semble-t-il, quand il n'y a pas d'électeurs. Autrement dit, en politique étrangère. Tranchant en politique étrangère, hésitant en politique intérieure. Pas hésitant, je respecte cela. C'est lui qui est élu, il est président de la République, et je respecte les hommes politiques pour ce qu'ils sont. Ils sont élus, ils connaissent le pays par définition mieux que moi, qui ne suis pas un élu. Et ils pensent, à mon avis à tort, tous, que le pays ne veut pas se réformer parce qu'ils ont tous peur d'avoir leur tête au bout d'une pique, comme ils me le disent tous. Sarkozy. Ouais, pas forcément. Dans ce pays, on coupe la tête au roi, je l'ai entendu le dire. Pas forcément le seul. Il n'est pas le seul à l'avoir dit. Je l'ai entendu de tous les présidents. Tous nos procès, en tout cas. Sauf François Mitterrand. Et donc, c'est un prétexte pour ne pas agir. Et à la fin, ça va arriver, parce que ce pays ne se réforme pas, ce pays fait des révolutions. Alors justement, plus il y aura. C'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas qui est le président de la République. Parce que moi, je crois qu'il y aura une révolution dans ce pays. Ça sera ma dernière question, si Caroline le permet. Ces fameuses réformes dont on parle toujours et qu'on ne fait jamais. On peut dire, vous allez dire que c'est encore de la caricature, mais qu'avec Pascal Lamy, Louis Gallois et quelques autres, vous êtes de ceux qui plaident pour qu'on réforme en profondeur la société française pour la mettre dans le sens de la mondialisation. D'accord? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Tout est résumé dans ma pensée, dans le rapport unanime d'une commission bipartisane que j'ai présidée, qui n'est pas de mettre la France dans le sens du vent. Sur la croissance. Mais c'est plus que ça. C'était l'identité française, c'est l'État, c'est la réforme des collectivités territoriales, c'est la réforme de l'éducation. La première réforme qu'on proposait, c'est de mettre tout l'accent sur la formation des assistantes maternelles dans les crèches. Qui pour Mais moi, je vais aller jusqu'au bout de ma question, si vous le permettez. Je ne suis pas... Il y avait dans cette... Vous n'en disconviendrez pas, je pense. Il y avait évidemment dans ce rapport sur la croissance des éléments d'ordre libéral, qui relève plutôt de la pensée libérale. Au sens politique du mot. Au sens politique, et même économique. Au sens politique du mot. C'est pour ça que cette commission s'appelle commission de libération et pas de libéralisation. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, si on allait dans ce sens libéral, que beaucoup, y compris à gauche, réclament, est-ce que ça ne serait pas purement et simplement liquider l'héritage de François Mitterrand, tourner la page de ce moment où la France, au fond, a choisi son chemin solitaire contre le libéralisme anglo-saxon. Non, pas d'aucune façon. La France, c'est pour ça que je mets tellement l'accent sur la francophonie. C'est pour ça que je considère, j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 piliers. L'Europe, le modèle identitaire français et la francophonie. Le modèle identitaire français, c'est la sécurité sociale, l'éducation, la gratuité. Non, bien sûr que non. On ne touche rien de tout ça. Rien de tout ça. Et la francophonie, qui nous donne une chance inouïe, qui fait d'ailleurs que le français n'appartient pas au Front National. Le français est la propriété de tous, y compris les francophones, qui peuvent être 700 millions, un potentiel de croissance considérable. Nous sommes une nation extraordinairement originale. Nous sommes une nation qui est la 2e puissance maritime de la planète et qui va être la première langue en dehors de l'anglais. Il faut garder l'exceptionnalisme français. Bien sûr, évidemment, comme l'exceptionnisme de tous les autres. Chacun est différent. C'est dans la différence qu'on crée la richesse, pas dans la fusion avec l'uniformité générale. Et parmi les exceptions et parmi les spécificités françaises, notre tempérament. Vous l'avez évoqué à l'instant, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez dite, il y aura une révolution. Oui. Comment est-ce que vous pouvez sentir arriver c'est quelle révolution? Quel genre de révolution? La chose la plus difficile à prévoir, c'est le moment où elle arrive, mais pas le fait qu'elle arrive. Si vous regardez l'histoire de France, la France s'est jamais réformée. Elle a toujours agi par choc. Pour prendre les plus récents, 45, 58, 80. 3 chocs qu'on peut assimiler à des révolutions. Voilà, d'accord. Depuis 80, 85, 86, il ne se passe rien. Ce pays dort progressivement, les hommes politiques s'entendent pour rien faire. Le maître à penser, c'est M. Henri Queuille qui disait « il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre ». Les problèmes s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Les Français décident de s'en aller, ils partent à Londres, ou ils partent en Syrie. Pour moi, il y a presque la même métaphore de « j'en ai marre, je n'aime pas ça », où ils font ce que je souhaite, devenir soi, qui est une réponse
individuelle et collective, ou alors il y aura un devenir soi collectif. Les Français prendront conscience qu'ensemble ils peuvent devenir quelque chose, et ça passera par quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter d'aller voir François Hollande en lui demandant de réformer le pays tranquillement, etc. Parce que ça ne se passera pas comme ça, vous le savez. Je n'y crois pas. Voilà. Je n'y crois pas. Une question d'un téléspectateur avant de parler, de passer, si vous le voulez bien, aux photos d'actualité de la semaine. Vous aviez conseillé à François Mitterrand de nationaliser en 82 et vous revenez maintenant vers l'initiative privée. Reconnaissez-vous que vous vous êtes trompé? Absolument pas. Les nationalisations de 81 étaient des nationalisations très particulières d'entreprises qui étaient en faillite. Si on ne les avait pas nationalisées, elles seraient tombées en faillite. Les nationaliser, ça a été les sauver. On les a sauvées et certaines ont été rendues très bien au secteur privé. La banque n'était pas en faillite. Les banques étaient pratiquement en faillite, toutes pratiquement en faillite. Il a fallu les sauver et remettre des capitaux dedans. Pratiquement toutes. Si je reprends l'histoire d'entre elles, elles étaient toutes en très grande difficulté parce que les taux d'intérêt étaient trop bas et l'inflation trop haute et elles perdaient tout l'argent qu'elles voulaient avec des épargnants qui gagnaient trop d'argent avec les dépôts. Donc, et les entreprises, Péchinet, Saint-Gobain, etc., étaient en très mauvais état. Les nationalisations les ont sauvées. Et en même temps, il a fallu, et François Mitterrand l'a fait tout de suite, développer l'entreprise. Je vous rappelle que c'est en 82 qu'on a fait passer le délai pour création d'une entreprise de 1 an à 1 mois. Aujourd'hui, ça peut paraître fou. Mais dès cette époque, il y avait ce double dialogue. Merci beaucoup Claude Veil. Nous allons passer maintenant aux photos d'actualité de la semaine avec la une de JDD du jour. Une guerre mondiale. Quand vous assistez à ce qui est en train de se passer au bombardement en Irak, en Syrie, qu'est-ce que vous vous dites? Une troisième guerre mondiale? C'est à ça que ça ressemble? Pas contre un État, mais contre l'État islamique, Daesh? Tout ressemble au scénario que je raconte depuis longtemps, d'un monde qui va évoluer dans 5 étapes. Le déclin de l'Empire américain, la tentative d'un monde polycentrique qui ne va pas marcher, La tentative d'un monde polycentrique? C'est-à-dire la tentative de remplacement des États-Unis par une autre puissance qui ne peut pas être une seule puissance, mais qui sera plusieurs puissances en même temps, mais ça ne marchera pas. La domination par le marché, 3e étape. Ça ne marchera pas non plus. C'est la criminalité, c'est le désordre, c'est là où on est. La guerre, qui est la 4e étape, et un ordre mondial harmonieux et altruiste, qui est le 5e, qu'on peut espérer à la place des autres, mais qui... Donc on entre progressivement dans ce scénario de façon quasi inexorable, implacable, avec cette guerre qui est partout, qui est la guerre de tous contre tous, de chacun contre soi-même. C'est ce que vous appelez dans le livre le mal. C'est marrant que vous utilisiez ce mot. Oui, parce que le mal est partout. Le mal est partout au sens éthique du mot. Le mal est dans la fin de la loyauté dans nos sociétés. Chacun est de plus en plus individualiste au mauvais sens du mot. C'est non pas pour se trouver soi-même, mais pour écraser les autres. Chacun est de plus en plus... Tout devient précaire. La liberté se transforme en caprice. Les contrats ne sont plus respectés. Dans les entreprises, on le voit bien, les gens ne sont plus qu'une collection de mercenaires déloyaux les uns avec les autres. Donc c'est ça le mal pour moi. C'est la fin de la loyauté. Entreprise, justement. Air France, le conflit donc, est en passe d'être terminé. Retour à la normale dans les jours qui viennent. Est-ce que Air France va s'en sortir? Là encore, c'était évidemment une grève qu'il aurait mieux valu ne pas faire et éviter, parce qu'on en revient à la case départ, et il est évident que cela traduit quoi profondément? Ça traduit que dans les sociétés d'aujourd'hui, le vainqueur, c'est le consommateur contre le travailleur. C'est un fait. Le consommateur est le maître contre le travailleur. Le consommateur veut des prix très bas de transport aérien. Le producteur, en particulier certains qui sont les pilotes, ne veulent pas de prix très bas. Mais le problème, c'est que le consommateur, il est parfois travailleur. Oui, mais rarement, parce que 100% des électeurs sont des consommateurs, mais seulement 50% des électeurs sont des travailleurs. Donc le politique, il choisit toujours le consommateur contre le travailleur. Et c'est pour ça qu'on en est là. Et la solution, innover, créer, inventer. Justement, regardez cette image. Regardez cette magnifique image de la Fondation Vuitton par Franck Guéry. Là, c'est le génie, c'est la réussite sociale, c'est ce devenir soi que vous évoquez dans le livre. C'est sublime. C'est magnifique, c'est une très belle œuvre qui va être inaugurée, je crois, très bientôt, et qui est un exemple de ce que, avec de l'intelligence, Bernard Arnault... Et des fonds, et des moyens, et de l'argent. Bernard Arnault, que je ne veux pas inventer d'une façon ou d'une autre, et je trouve que je le connais bien parce qu'il était mon élève à Polytechnique, a une réussite, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres entrepreneurs français qui ont des réussites. Certains ont fait ça, d'autres ont fait autre chose. Celle qui vous touche de plus de réussite, c'est celle de Bernard Arnault ou de l'architecte qui a dessiné Franck Guéry? C'est évidemment celle de Franck Guéry, infiniment plus, qui laissera une trace beaucoup plus grande. D'ailleurs, Bernard Arnault a la modestie de ne pas avoir nommé son entreprise de son nom, donc il sait que ce n'est pas lui qui restera dans l'histoire. Un homme qui a un parcours un peu similaire, vous allez dire si je me trompe, Jean-Louis Borloo. Il dit en gros la politique c'est fini, maintenant je vais être utile à l'Afrique. Il y a un problème d'énergie en Afrique, donc voilà, je vais mettre toute mon énergie à la mienne à faire bouger les choses dans ce continent-là.
Il a une vie tout à fait respectable. Il a été homme politique et ministre, que moi j'ai toujours refusé de faire. Mais en effet, il fait partie de ceux qui, à cause d'un choc, lui, je ne l'ai pas caché, c'est une maladie, lui a fait comprendre que la vie est brève et qu'il faut agir. Et chacun d'entre nous doit prendre conscience, si possible, le plus tôt possible dans sa vie, que la vie est très brève et qu'il faut agir. Et il dit une phrase très belle, il dit « L'obscurité, c'est l'obscurantisme pour l'Afrique ». Bien sûr, l'obscurité, c'est l'obscurantisme. Nous travaillons avec Planète Finance dans pratiquement tous les pays africains, et je vous assure que c'est vrai, le manque d'énergie est terrible. Mais le manque d'énergie, c'est pas seulement le manque d'énergie au sens propre, c'est le manque d'état de droit qui conduit à la corruption, qui fait qu'on importe des centrales de Corée plutôt que de faire des centrales solaires sur place. C'est tout un ensemble extrêmement profond, et c'est vrai que l'Afrique, c'est à la fois le pire pour nous ou le meilleur, parce que 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards à la fin du siècle, c'est un immense potentiel pour nous aussi. Les questions SMS des téléspectateurs qui vous ont écouté attentivement, il y a beaucoup de questions. Dans 10 ans, tous ruinés, est-ce toujours d'actualité? Oui, c'était un point d'interrogation. Il ne figure pas sur la question, mais vous le rajoutez. Oui, le risque est grand. La dette publique est passée maintenant, va atteindre 100% du PIB pour la France. À un moment ou un autre, il faudra la payer. Est-ce que ça sera... Est-ce qu'on devra la payer, au fond? Quelqu'un paye. Ce sera l'emprunteur ou le prêteur. Quelqu'un paye. L'emprunteur, c'est l'État, c'est le contribuable. Le prêteur, c'est les épargnants. Donc c'est ou le contribuable ou l'épargnant qui va payer. L'un ou l'autre va payer. Et soit on aura des impôts qui vont augmenter, soit par l'inflation ou par une spoliation, par moratoire, notre épargne disparaîtra. C'est ça qui va se passer un jour ou l'autre. Sauf si la croissance permet d'avaler la dette. Mais on n'en est pas là. On a toujours attendu la croissance qui avale la dette. François Hollande aussi a attendu la croissance qui avale la dette. Et elle n'est pas là. Vous la voyez arriver là? Non. Bon. Comment sauver notre modèle social? Elle peut arriver si tout le monde se met à être créatif et innovant. Là est la croissance. Elle n'est que dans l'innovation et la création, dans le fait que chacun se sent libre de créer, sans attendre une relance ou une rigueur. La macroéconomie, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que chacun ait confiance en lui-même pour se réaliser. Je pense que quand vous dites on va prendre l'épargne des Français, ça doit inquiéter ceux qui vous regardent aujourd'hui. Et si je peux me permettre une remarque un peu technique, dans l'accord sur l'union bancaire, il y a un petit codicile qui dit que si ça va mal, eh ben on peut prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les... Qui avait été remarqué, ce petit codicile quand même. Hein. Allez, comment sauver notre modèle social à bout de souffle? Est-ce que ça veut encore dire quelque chose de parler de modèle social français? Bien sûr. C'est pour ça que j'ai jamais pensé que l'Allemagne était un modèle. Parce que si suivre le modèle de l'Allemagne, c'est couper les dépenses pour traiter les femmes de corbeaux quand elles travaillent, ne pas les financer pour avoir des enfants, avoir une politique familiale suicidaire, non, c'est pas le modèle. La France a une extraordinaire chance de faire des enfants, d'avoir la gratuité de l'école, la gratuité de la sécurité. On a les moyens encore de ce modèle social, c'est ce que suggère cette question? Oui, on a les moyens. Bien sûr qu'on a les moyens, à condition de le financer de façon équilibrée, de façon juste, et aujourd'hui on peut, et d'éviter les gaspillages. 32 milliards de gaspillage en formation permanente, 43 milliards de gaspillage en politique du logement, 25 milliards de gaspillage en frais de gestion de la sécurité sociale, peut-être 20 à 30 milliards gaspillés dans des fraudes à la sécurité sociale. Ça fait au moins 100 milliards de gaspillés. S'il suffirait de... Vous savez où ils sont? Pourquoi François Hollande ne sait pas où ils sont? Il le sait? Bien sûr qu'on le sait. Mais quand on a fait une loi sur la formation permanente, où on a délégué le pouvoir en s'en lavant la main aux partenaires sociaux en disant débrouillez-vous, faites un accord, on va le photocopier, on va le donner au Parlement pour le voter, ça c'est le scandale. Alors aux partenaires sociaux, vous leur dites pas débrouillez-vous? Je leur dis vous ne représentez pas l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on en fait des syndicats? Qui fassent leur métier, qui est de contester, de proposer, d'agir dans la défense de leurs représentants, qu'ils essayent d'avoir plus de syndiqués, mais qu'ils ne gèrent pas, parce que ce n'est pas leur métier. Syndicats patronaux comme syndicats ouvriers. Quel conseil donneriez-vous à François Hollande pour réussir la fin de son quinquennat? De ne pas y penser. À la fin de son quinquennat? Non, et d'avoir une idée très claire de la France de 2025 et de n'agir qu'en fonction de la France de 2025 et de voir arriver 2017 presque par hasard. Vous savez, il a fait un séminaire sur la France 2025. Il doit savoir à peu près à quoi elle ressemble. Ça ne change pas que dans l'urgence, il faut chaque jour alimenter la machine politico-médiatique, chaque jour produire, chaque jour... Mais j'aimerais que le budget 2015 qui va être présenté cette semaine nous soit présenté comme une étape vers la France de 2025. Qu'on nous dise pourquoi chaque ligne de ce budget sert le projet qu'on s'est donné pour 2025. Et naturellement, je vous rassure, on ne le fera pas. Mais c'est la seule façon de faire la politique sérieusement. C'est-à-dire d'inscrire chaque action humble et modeste du quotidien dans un projet à long terme. Et c'est ce qui est valable pour chacun d'entre nous. Quand on parle à nos enfants, quand nos enfants se préoccupent de leur école, ils disent « Est-ce que je ferai ça par rapport à ce que je voudrais faire plus tard ?» Et c'est ça la fonction du politique, c'est d'inscrire chaque action quotidienne dans une vision de long terme. Si ce budget ne ressemble pas à ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce qui se passera? Je verrai.
J'ai encore quelques jours avant de m'exprimer. Vous pouvez aller au-delà de la rupture que vous semblez présenter dans ce livre-là? Je verrai. En tout cas, cette rupture est nette et elle est une incitation à agir autrement. Ne pensez-vous pas que la réforme de la formation continue passe par une loi sur le financement des syndicats? Oui, absolument. Si on veut que les syndicats professionnels et ouvriers cessent d'utiliser cet argent pour eux-mêmes et de faire que des formations de très mauvaise qualité soient faites, il faut leur donner une formation sincère et transparente, ce qui était d'ailleurs une des propositions de notre rapport. Et utiliser l'argent de la formation à autre chose. Oui, bien sûr. Alors, se réaliser soi-même, entre guillemets, et quid des millions de Français, chômeurs, pauvres, qui ne peuvent se réaliser et compter donc que sur le politique? Eh bien... Non, alors je ne l'ai pas lu. Qui ne peuvent se réaliser, allez où? Et comptent donc sur le politique. Eh bien, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que c'est pas vrai. Même les gens les plus pauvres, dans les pays du Sud comme en France, peuvent se réaliser sans rien attendre de personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à réclamer, et je continue à me battre pour que les minimums sociaux soient relevés, pour que chacun ait davantage de ressources, pour que la formation permanente aille aux chômeurs. Mais sans attendre. Il ne faut pas se poser en disant « tant que la réforme n'est pas venue, je ne ferai rien ». Non. Tous les exemples que j'ai en main, tout ce que nous faisons nous-mêmes dans l'action concrète de l'ONG que je préside, montre que même les gens dans la situation les plus difficiles, même les gens au RSA, peuvent, avec un peu, je vais dire des choses un peu étranges, un peu d'amour, de compassion, de solidarité, d'entraînement, de fierté des autres. Vous croyez que s'ils n'en sont pas là, c'est parce qu'il y a cette aigreur dans le pays, on la ressent cette aigreur, c'est aussi parce que ce pays peut-être ne ressemble pas... Le reportage que vous avez fait sur moi était au Havre au moment du mouvement de l'économie positive, où nous avons réuni 6000 personnes. Je vous assure que quiconque était là ne voyait pas d'aigreur, voyait que de l'énergie positive, que des gens qui avaient envie de faire, de tout milieu, de tous les pays du monde, qui se disent « le monde ne me convient pas, je vais le changer ». Et ma vie ne me convient pas, je vais la mener comme je veux, pas comme les autres décident. Quel projet pour la France permettrait-il de faire rêver et de fédérer les Français? Je crois trois choses, trois axes. Moderniser notre modèle social pour lui donner comme finalité première d'aider chacun à réaliser son rêve. Une société réussie, c'est une société dans laquelle chacun est en situation de réaliser son rêve. Deuxièmement, faire de la France un acteur majeur d'une Europe fédérale, devenant la première puissance politique du monde. Ça les effraie, vous le savez bien. Non, je ne crois pas. Non? Non, je ne crois pas. Si en même temps on nous donne les moyens de nous réaliser nous-mêmes, la construction d'une Europe politique qui nous protège du monde est au contraire une excellente... Parce que jusqu'à présent, pardonnez-moi, on viendra sur le troisième point, mais Marine Le Pen fait son beurre et alimente les succès électoraux en disant que c'est une Europe qui nous protège pas et qu'il faut revenir aux frontières de la France. Bien sûr, mais ça c'est l'obscurantisme du Moyen-Âge. Évidemment non. On ne peut pas, sauf à faire de la France une nouvelle Corée du Nord, tout ça est suicidaire. Et le troisième pilier, c'est de se rendre compte qu'on peut être 700 millions de francophones et que ces 700 millions, pour nous, Français, peut être un formidable terrain d'aventure intellectuelle, culturelle, économique, pour gagner beaucoup plus sa vie et pour faire des choses formidables. Voilà le projet pour moi. Une question qui vous concerne vous directement. J'ai toujours écouté avec attention vos analyses. Quand allez-vous vous engager vraiment? C'est vrai au fond? Mais je m'engage d'abord parce que j'agis. J'ai créé 4 institutions internationales, je fais des choses. Je ne me suis pas engagé dans la politique parce que en politique, il y a un seul métier intéressant, c'est celui de président de la République. Et pourquoi pas? Et j'ai jamais été en situation de pouvoir être autre chose que ridicule à l'égard de cette ambition. Donc, tant que je ne suis pas en situation de pouvoir véritablement agir à cette place, je pense à autre chose. Vos amis ministres et tous ceux qui sont au gouvernement, y compris Emmanuel Macron, c'est dur de... J'ai toujours pensé ça. Merci beaucoup Jacques Attali de venir c'est chez Fayard. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous laisse avec votre magazine. On n'est pas que des cobayes.